Bonjour, je suis Élie Chevignard, doctorant en philosophie, en CIFRE chez Octo Technologies qui m'accueille. Je dépends du CEA à Paris-Saclay et de l'Université de Paris-Saclay. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le LARCIM et qui est un laboratoire de philosophie des sciences, philosophie des techniques au sein même du CEA qui est le commissariat à l'énergie atomique et des énergies renouvelables. Je vais vous parler aujourd'hui des pièges de la suprématie quantique. Tout le monde a entendu parler de ça, c'est vraiment passé dans tous les journaux jusqu'à la presse régionale. Ça fait maintenant 5 ans que Google a annoncé une suprématie quantique. Il s'agit bien sûr d'un accomplissement dans le domaine de l'informatique quantique. Donc dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu ce que c'est qu'un ordinateur quantique, quelles en sont les contraintes techniques, en quoi ça consiste. Dans un deuxième temps, je vais critiquer en quelque sorte la suprématie quantique par différents aspects, différents biais qui sont problématiques. Et puis dans un troisième temps, je ferai une hypothèse sur ce à quoi pourrait ressembler un ordinateur quantique qui soit vraiment utilisable et utile pour la science et d'autres applications dans le futur. Donc pour commencer, un ordinateur quantique a la particularité d'utiliser des qubits. En informatique classique, c'est-à-dire les ordinateurs qu'on utilise tous les jours, on utilise des bits qui sont des valeurs discrètes, soit 0, soit 1, souvent incarnées par des transistors qui sont soit ouverts, soit fermés. Et donc, en termes de capacité informationnelle, si on a 12 transistors, par exemple, on va avoir 12 puissance 2, c'est-à-dire n puissance 2 capacité d'information. Donc, par exemple, 12 transistors, 12 fois 12, 144 bits, je vais avoir 144 bits de capacité. Avec le qubit, c'est complètement différent puisque nous avons des états superposés. On s'appuie sur la matière à une échelle infiniment petite où les particules qui vont être le support d'information ont des états superposés. Donc au lieu d'avoir un 0 ou un 1, on a un état qui est 0 et 1, chacun accolé avec un coefficient incarné par un nombre complexe. Cela signifie que la capacité d'information pour un ordinateur quantique n'est donc pas n puissance 2, mais 2 puissance n. Concrètement, si j'ai 12 qubits, je vais avoir une capacité informationnelle de 4096 bits. Tandis que si j'ai une centaine de qubits, par exemple, eh ben, j'aurai plus d'informations, plus d'unités d'informations que le nombre total de particules dans l'univers. On voit tout de suite que c'est plein de promesses parce que ça permet évidemment d'envisager quasiment quelque chose de divin en termes de puissance de calcul. Et donc il y a effectivement des algorithmes qui ont été conçus et qui sont des algorithmes qui sont faits pour tourner sur des machines quantiques. Ce ne sont pas des machines de Turing, ce n'est pas l'informatique classique. Et il y a par exemple l'algorithme de Shor qui permettrait de casser toute la cryptographie en factorisant des nombres premiers, ou l'algorithme de Grover. Il y en a quelques dizaines et peut-être qu'à terme on en découvrira quelques centaines. Il y en a aujourd'hui quelques dizaines qui sont bien connues. Face à cette promesse, il y a des contraintes qui s'appliquent et notamment le milieu associé du qubit. Comme on est à une échelle de la matière où on va devoir stocker de l'information, par exemple sur un électron, on ne veut pas que cet électron bouge. Donc il va falloir être à une énergie thermique très très basse, ce qui signifie que les qubits, en dehors de l'approche photonique qui est choisie par exemple par les Chinois, en dehors de cette approche-là, on est dans un cryostat, à l'étage le plus bas d'un cryostat. Le cryostat, c'est un espèce de gigantesque frigo ultra froid qui permet d'approcher les températures du zéro absolu, donc à moins 273,15 degrés Celsius. Et là, quand on est en informatique quantique, le qubit doit se situer à environ moins 273 degrés, pour faire simple. On ne doit pas être au-delà de 50 millikelvin, ce qui est donc très très proche du zéro absolu. Et c'est une contrainte drastique parce qu'à cette température, le pouvoir de refroidir ne permet que de consommer 1 microwatt là où les qubits se trouvent. Ça signifie que pour contrôler et lire les qubits, on ne peut pas avoir une électronique qui est intégrée là où se trouve le processeur, proche du zéro absolu. Il faut donc avoir des câbles qui relient le microprocesseur à un monde extérieur où on a là des machines qui permettent de contrôler chaque qubit, et ce nombre de câbles, bien sûr, dépend du nombre de qubits en action. On a donc ce milieu très particulier, ultra froid, très 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 contraignant. Et on a un autre aspect qui est celui du fait qu'on est face à une machine analogique. L'ordinateur quantique n'est pas une machine numérique. L'unité quantique, du moins, le microprocesseur lui-même, c'est une machine analogique. C'est-à-dire que le signal est une forme qui varie en continu. Et il y a différents impacts vis-à-vis de ça. Notamment, c'est qu'à mesure qu'on multiplie le nombre de qubits, comme on a une précision finie
puisqu'on est face à une forme, on a une précision finie pour chaque qubit, c'est une forme qui varie en continu, on va multiplier les erreurs à mesure qu'on ajoute des qubits. Et ça, c'est une espèce de contrainte formelle où on ne peut rien faire d'autre que faire face à cette contrainte, finalement, qui est absolument drastique, parce qu'à mesure qu'on rajoute des qubits, on rajoute des erreurs, et même si on a des qubits qui sont très fidèles, très fiables, mais à 99%, si on en a 100, 1000, on va avoir à la fin une imprécision qui est très, très grande. Et au-delà de ça, on a aussi un autre souci qui est celui de la correction d'erreurs. Dans les ordinateurs classiques, on a de la correction d'erreurs en permanence, sinon on ne pourrait pas mener des opérations qui soient fiables et vérifiées et qui se déroulent exactement comme prévu. Donc on a sans cesse des mécanismes qui viennent corriger les erreurs. En l'occurrence là, comme le calcul lui-même est cet état superposé de particules quantiques, on n'a pas accès à ça, parce que accéder à cette information, c'est effondrer tout le système, c'est avoir une décohérence, donc c'est casser le calcul quand il a lieu. Donc on n'a pas de correction d'erreur par copie, je vais copier mes petits calculs qui sont en cours, et puis je vais pouvoir les doubler à côté, c'est impossible. Donc le seul moyen de corriger les erreurs dans le cadre de l'informatique quantique, c'est de multiplier le nombre de qubits, d'avoir une redondance, ce qui signifie que les suprématies quantiques qu'on a aujourd'hui, qui sont avec 100 qubits, peut-être bientôt 200, etc., en réalité, ils ne s'appuient que sur les qubits physiques. Mais si on veut un qubit logique, c'est-à-dire un qubit sur lequel on peut compter, qui est programmable et qu'on peut commander en quelque sorte, il faut 1000 qubits physiques pour avoir un qubit logique. Et à partir de là, comme il faut environ 1000 qubits, on va dire, logiques pour faire quelque chose d'utile, espérer faire quelque chose d'utile, peut-être qu'il en faudrait plutôt 10 000, il faut avoir 1000 qubits logiques. Si on multiplie par 1000, ça veut dire qu'il faut 1 million de qubits physiques dans la machine. Et aujourd'hui, nous en sommes donc à quelques dizaines, quelques centaines bientôt, etc. Mais les contraintes, c'est-à-dire que si on veut faire avancer l'informatique quantique, il va falloir passer à l'échelle d'une manière absolument incroyable. C'est à partir de là que se formulent quelques critiques qu'on peut faire autour de la suprématie quantique. Parce que la suprématie quantique est un concept né en 2012, c'est un physicien qui a forgé ce terme-là, et il a dit on aura la suprématie quantique quand un ordinateur quantique peut faire un calcul qui prendrait une longueur absolument incroyable pour un ordinateur classique. Donc concrètement, c'est en 2019, Google annonce notre processeur Sycamore, donc notre ordinateur quantique, a fait un calcul qui, sur un ordinateur classique, prendrait 10 000 ans, même le plus puissant des supercalculateurs prendrait 10 000 ans à faire ce calcul que nous avons fait en 200 secondes. Le premier aspect, c'est que cette durée a été revue ensuite aussitôt à la baisse. C'est-à-dire que déjà il y a des gens qui ont trouvé le moyen de faire le calcul en quelques semaines sur un supercalculateur, et puis ensuite ça a été quelques jours, et puis à la fin ça a été en 6 secondes. Et il y a même un scientifique du CEA, Xavier Vintal, qui s'est amusé à reproduire le même résultat avec de la compression sur un ordinateur portable. Donc la suprématie quantique, on voit qu'il y a un petit coup marketing de la part de Google qui dit voilà, nous avons atteint la suprématie quantique les premiers, et puis comme ça fait la une de la presse du monde entier, on oublie un peu que cette suprématie ensuite était finalement détruite par des scientifiques, des ingénieurs qui ont dit « Attendez, on arrive à faire ça avec de l'ordinateur classique ». Finalement ça dure, IBM qui a été plus prudent en 2023 a quand même publié un papier disant « Oui, on a peut-être quand même », et puis au bout de quelques jours c'était le même résultat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'y sont intéressés et qui ont dit « Attendez, non, on peut avec de l'informatique classique reproduire ce résultat sans trop d'encombre ». Mais cette critique, il faut être prudent, c'est-à-dire que la suprématie quantique va arriver un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on rajoute des qubits, les ordinateurs classiques, un jour, vont être largués. Mais il y a un autre point qui est plus intéressant, c'est que la suprématie quantique donne une impression qu'on va avoir quelque chose de très puissant, qui permet de faire plein de choses que les ordinateurs ne savent pas faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout le cas. La suprématie quantique, en réalité, le calcul qui est effectué n'a aucune utilité, aucune application dans le monde réel. La seule chose que ça fait, c'est de vérifier que le comportement des qubits est bien quantique, et c'est d'ailleurs ça qu'on mesure et qu'on essaie de reproduire avec des ordinateurs classiques. Donc il y a ce fossé entre l'imaginaire et la réalité qui est, oui, ok, on a une suprématie quantique, mais ça ne permet absolument pas de faire quoi que ce soit. Et on en arrive au troisième point, qui est que la suprématie quantique était un espèce de graal marketing, parce que le premier qui arrive à dire « voilà, j'ai la suprématie quantique, c'est formidable, nous dominons quelque chose ». Et donc ils se sont engagés dans une voie qui est celle dont je parlais, où on a l'électronique de lecture et de contrôle du microprocesseur quantique qui est à l'extérieur de la machine. Et comme il est à l'extérieur de la machine, eh bien, on a tous ces câbles, on le voit sur les photos de ces ordinateurs, on a tous ces câbles qui viennent se brancher, et si demain on doit passer à 1 million de qubits, comme je l'ai expliqué, pour avoir quelque chose d'utile, mais ça serait peut-être même plutôt 50 millions de qubits,
on peut mal imaginer d'avoir des millions de câbles et ça deviendrait vraiment impraticable. Et pourtant, chez Google, j'ai discuté avec un ingénieur qui, pour lui, disait non, on va avoir des millions de câbles, il n'y a pas de problème. Et la réalité, c'est qu'après, un physicien passe derrière et dit non, écoutez, il y a les lois de la thermodynamique et puis il y a même le côté pratique, ça ne va pas le faire d'avoir 1 million de câbles. Et finalement, on retrouve un petit peu le problème qu'on avait à un moment donné dans le numérique, quand on a eu l'invention du transistor, ou même avec les ordinateurs qui étaient les premiers ordinateurs numériques qui étaient avec des lampes à vide. On avait des câbles absolument dans tous les sens, et c'est ce qui avait été baptisé la tyrannie des nombres par James Morton en 1958, c'est-à-dire que pour les 10 ans de l'invention du transistor, James Morton, qui était de Bell Labs, avait écrit une lettre célébrant les 10 ans du transistor, mais en disant « Mais maintenant, on a la tyrannie des nombres, c'est-à-dire qu'on a des câbles dans tous les sens, et autant de pannes et autant de choses qui ne fonctionnent pas. » Et finalement, on voit que si l'ordinateur quantique actuel continue sur cette trajectoire, c'est-à-dire l'ordinateur des suprématies quantiques qu'on voit dans les journaux, etc., continue sur le même modèle, eh ben on va reproduire l'état de l'informatique en 1958, où on se disait « Il y a un problème, il faut qu'on arrive à supprimer ces câbles. » Et 1958 est l'année où a été inventé le circuit intégré, c'est-à-dire où on a réussi sur un substrat à l'échelle presque microscopique à réduire, à miniaturiser les transistors et à les imprimer en quelque sorte, imprimer une image par photolithographie, où on miniaturise tout ça et on supprime les câbles puisque tout se situe sur une petite plaque de silicium qui est de taille très réduite, qui consomme beaucoup moins et où il n'y a plus de câbles puisque ce sont des pistes qui sont imprimées en 2 dimensions. Et il est absolument évident aujourd'hui que si on veut un ordinateur quantique qui permette de faire des choses utiles, il faut qu'il ait des millions de qubits. L'approche actuelle, qui est choisie par exemple par IBM, IBM dit on va faire des frigos gigantesques, on va faire des cryostats énormes, et on va faire plein de cryostats énormes qu'on va empiler dans un data center et on va les brancher les uns aux autres, et avec ça on aura un ordinateur quantique avec suffisamment de qubits. Mais ça c'est une espèce d'attaque brute, et il y aurait une autre manière de faire, qui est ce que Gilbert Simondon appelle la concrétisation. Pour Gilbert Simondon, qui est un philosophe des techniques français du XXe siècle, il y a un stade abstrait de l'objet technique. C'est-à-dire qu'au début, si je garde l'exemple de l'ordinateur quantique, on va avoir un objet qui est parthèse extra-parthèse, c'est-à-dire que les parties sont extérieures les unes aux autres. Et c'est ce qui explique par exemple que là on a le microprocesseur qui est dans le cryostat et à l'extérieur une électronique de contrôle et de lecture et qu'on relie ça par des câbles parce que ça n'est pas un seul système intégré. Mais pour progresser, l'objet technique a besoin de cette intégration par synergie où les systèmes sont intégrés dans une nouvelle entité qui forme un nouveau système et qui résout tous ces problèmes d'abstraction du stade de l'objet abstrait où du coup le fonctionnement n'est pas optimal parce qu'il n'est pas synergique et il est vraiment loin d'un fonctionnement organique. Ce dont je suis en train de parler n'est absolument pas absurde puisque moi, c'est la conclusion à laquelle j'en étais venu. Et après, quand j'ai regardé, John Martinis, qui est l'architecte en chef, finalement, qui a été responsable du projet de la suprématie quantique de Google, a fini par quitter l'entreprise parce qu'il ne s'entendait pas avec d'autres gens de l'équipe et qu'il n'avait pas le pouvoir de tuer certaines décisions qui visaient justement à gérer cette connectivité, ces connexions par câble. On se dirait, il a des problèmes sur les manières de gérer les connexions avec le microprocesseur, pourquoi est-il parti? Mais en fait, il est parti pour faire de l'informatique quantique sur silicium. Et c'est une des approches qui pourrait avoir du sens et qui serait cette concrétisation, c'est-à-dire d'avoir l'électronique de contrôle et de lecture intégrée sur une seule puce qui fonctionnerait donc à des températures cryogéniques, et qui serait sur un même substrat, un circuit intégré. Et là, on supprimerait tous les câbles et on peut envisager d'avoir des millions de qubits. Bien sûr, ce qui est amusant dans tout ça, c'est que les Américains ont avancé, surtout les Américains, ont avancé dans cette direction pour avoir la suprématie quantique, pour avoir ce nombre critique de qubits qui permettent de faire cette démonstration, de montrer qu'on a un système qui fonctionne bien de manière quantique et qui pourrait un jour effectuer des calculs utiles. Mais il va peut-être falloir effectuer une marche arrière à un moment donné, parce que l'objet a été construit finalement de manière un peu brute. On ne peut pas mettre l'électronique de contrôle maintenant dans un cryostat parce que ça ne fonctionnerait pas à cette température, parce qu'on brûlerait trop de puissance, etc. Donc on le met à l'extérieur, mais à un moment donné, il va falloir le rapatrier, coûte que coûte. Et ce qu'on a fait pour une démonstration de suprématie quantique ne fonctionne pas du tout et engage dans une certaine voie
où il va falloir peut-être reculer pour partir dans une autre, sinon on se retrouve dans une impasse, et c'est une impasse qui dépend finalement des lois de la physique, de la thermodynamique. On ne peut pas à un moment donné avoir 1 million de câbles qui vient se brancher sur l'étage bas d'un cryostat. Et ça c'est très intéressant parce que ça révèle aussi ce que j'ai pu voir aussi au CEA entre un certain état d'esprit américain et un certain état d'esprit européen, où là clairement sur ce côté on va mettre tous les câbles, on va faire fonctionner la chose, même si c'est un peu sale. Ça m'a rappelé quelque chose qui est très usuel quand on travaille dans les startups. C'est Paul Graham, qui est le mentor de Sam Altman, etc., à Y Combinator, qui disait « do things that don't scale », c'est-à-dire faites des choses qui ne passent pas à l'échelle. Quand on fait une startup, l'important c'est de faire fonctionner quelque chose, et peu importe si c'est un peu sale, on grandit, on grossit, et après on verra plus tard comment ça fonctionne, s'il faut se réorganiser. Et c'est un petit peu, j'ai l'impression, cette approche-là qui a primé avec l'informatique quantique, et on le voit avec d'autres sujets en technologie de pointe, où des startups s'emparent par exemple de la fusion nucléaire, et qui disent, ben, écoutez, dans 3 ans on a la fusion nucléaire, on a pris une toute autre approche, ça va le faire. Mais en réalité, ça n'arrive pas parce qu'il faut, à un moment donné, réorganiser les choses en profondeur, et ça prend du temps, et ça prend beaucoup de temps. En conclusion, il y a donc un gain immense finalement d'avoir brandi la suprématie quantique, d'avoir fait rêver tout le monde et d'avoir présenté quelque chose qui a créé un engouement, qui a fait des unes de journaux partout, et puis qui a peut-être créé des vocations pour certaines personnes qui ont envie de travailler dans l'informatique quantique. Mais il y a un autre inconvénient qui est que peut-être ça peut aussi créer un hiver derrière, parce que les enjeux sont absolument énormes sur le plan technique, des problèmes à résoudre, et ça a engagé les ordinateurs quantiques actuels dans une voie qui ne peut pas forcément passer à l'échelle, et la grande question c'est comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle. Et là, si on s'appuie sur Gilbert Simondon, c'est cette question d'intégration, donc peut-être sur un circuit intégré avec des qubits qui vont non plus être supra, mais qui vont être sur du silicium. Et ça existe, ça a été fait par le CEA il y a 10 ans, d'avoir un qubit qui s'appuie sur des transistors à 1 électron. Et donc on a une explication de pourquoi il peut y avoir de temps en temps des hivers, un hiver de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a eu un engouement énorme. Peut-être qu'il va y avoir un hiver de l'informatique quantique à un moment donné, et puis qu'il va falloir un peu de temps pour pouvoir procéder à cette concrétisation où on va refondre les deux systèmes et avoir une approche par système où on remet tout dans une seule entité et où on rend compatibles des choses qui ne le sont pas et qui aujourd'hui sont, du coup, comme elles ne sont pas compatibles, elles sont conçues séparées, une intérieure dans un cryostat et l'électronique de contrôle à l'extérieur. Et là, il va falloir peut-être faire marche arrière, faire du recul et redévelopper une électronique de contrôle et de lecture qui puisse s'intégrer au plus bas avec une électronique cryogénique au plus bas du cryostat, proche du zéro absolu.